All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. Now join the Court Panel International at 08. Please be seated. We are as well. Good morning. La juge Ibanez, bonjour à tous. Okay. Good morning. Bonjour à tous. Madame la greffière d'audience, auriez-vous l'amabilité d'appeler l'affaire, s'il vous plaît? Greffière d'audience. Bonjour Madame la Présidente, Messieurs les juges, il s'agit de la situation en République des Philippines en l'affaire le procureur contre Rodrigo Roa Duterte, référence de l'affaire ICC 0121 0125. Au fin du compte-rendu, je précise que nous sommes en audience publique. La juge Ibanez, je m'appelle juge Luz del Carmen Ibanez Carranza, c'est moi qui préside le présent appel découlant de l'affaire le procureur contre Rodrigo Roa Duterte. Mes collègues juges en cet appel sont les juges Tomoko Akane, la juge Solomi Balongi Bossa, le juge Gocha Lord Kipanitse et le juge Erdebalsuren Damdin. Le juge Gocha Lord Kipanitse se trouve à ma droite et le juge Damdin est à ma gauche. Les juges Akane et Bossa sont en mission aujourd'hui. Puis-je demander aux parties de bien vouloir se présenter aux fins du compte-rendu? Je commence par la défense. Good morning, Your Honours. Maître Kaufman, bonjour Madame la Présidente, Messieurs les juges. L'équipe de la défense aujourd'hui est constituée aujourd'hui des membres suivants par ordre d'ancienneté. Derrière moi, Maître Alexandre Dessédavi. À ma gauche, Maître Sandrine de Sénat. À ma gauche, Havnit Sethi et moi-même, Nicolas Kaufman, Conseil. Nous représentons l'ancien président des Philippines, M. Rodrigo Roa Duterte, qui, avec la permission de la Cour, est absent du prétoire, mais il est présent par son esprit. Merci, dit la juge présidente. Le bureau du procureur. Madame Brady. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Messieurs les juges, bonjour à tous dans la salle d'audience. Pour l'accusation aujourd'hui, à ma gauche, Monsieur Gillian Nichols, premier substitut du procureur. Derrière moi, Monsieur Matteo Costi, conseiller en appel. À sa gauche, Madame Hannah Allen, substitut du procureur associé. Je suis Helen Brady, je suis conseiller principal à l'appel. Merci. La présidente. Le bureau du conseil public pour les victimes. Allez-y. Maître Massida. Bonjour Madame la Présidente, Messieurs les juges. Pour le bureau du conseil public pour les victimes, il y a aujourd'hui à ma droite Monsieur Orchland Narantsetsek, juriste. À sa droite, Madame Anna Grabowski, juriste. Derrière moi, Madame Michaela Todd et Madame Gaia Conti, stagiaire. Et je suis Paulina Massida, conseil principal. La présidente, merci beaucoup. Au fin du compte-rendu, je note que M. Duterte n'est pas présent dans le prétoire, car il a renoncé à son droit d'être présent. Sa renonciation écrite a été versée au dossier de l'affaire. Il est représenté par son conseil, néanmoins. Aujourd'hui, la Chambre d'appel rend son arrêt relatif à l'appel interjeté par M. Duterte de la décision de la Chambre préliminaire 1, intitulée « Décision de la requête urgente aux fins de mise en liberté présentée par la défense et nouvelle demande de mise en liberté provisoire ». Le présent résumé de l'arrêt écrit ne fait pas foi. La version
faisant foi sera notifié après la présente audience. Je vais à présent faire un rappel de l'histoire de cet appel. Le 26 septembre 2025, la Chambre préliminaire 1 a rendu sa décision relative à 2 demandes de mise en liberté provisoire présentées par la défense de M. Duterte. Il s'agit de la décision contestée. Le 3 octobre 2025, la défense a déposé un acte d'appel contre la décision contestée conformément à l'article 82.1b du statut. Et le 14 octobre 2025, sans mémoire d'appel, la défense invoque 3 moyens d'appel. Le 21 octobre 2025, le procureur adjoint et le bureau du Conseil public pour les victimes ont déposé leur réponse, s'opposant à cet appel. Je vais à présent traiter des 3 moyens d'appel soulevés par la défense. Résumé des moyens d'appel. Au titre du premier moyen d'appel, la défense allègue que la Chambre préliminaire a conclu de façon erronée que M. Duterte pose un risque au sens de l'article 58.1b, alinéa 1 à 3 du statut. Par ce moyen d'appel, la défense avance 3 arguments principaux. Selon la défense, la Chambre préliminaire a commis les erreurs de droit et de fait suivantes. Premièrement, elle a commis une erreur en se fondant sur des risques hypothétiques et imprécis, lorsqu'elle a conclu que le maintien en détention de M. Duterte était justifié. Deuxièmement, elle a commis une erreur en se fondant sur des considérations dénuées de pertinence et, troisièmement, elle a commis une erreur en n'accordant pas suffisamment de poids aux faits pertinents. Au titre du deuxième moyen d'appel, la défense soutient que la Chambre préliminaire a commis une erreur lorsqu'elle a rejeté les garanties d'État et soulève à ce titre 3 arguments. La défense soutient que la Chambre préliminaire a commis une erreur, premièrement en droit, en ne prenant pas en considération les conditions de mise en liberté provisoire et les garanties proposées par l'État qui a accepté d'accueillir M. Duterte après sa mise en liberté provisoire. Deuxièmement, elle a commis une erreur de droit en n'examinant pas la question de savoir si les garanties proposées par l'État pourraient atténuer les risques définis à l'article 58.1b du statut. Et troisièmement, elle a commis des erreurs de fait et de droit en s'appuyant sur des considérations sans pertinence. Au titre du troisième moyen d'appel, la défense fait valoir que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les considérations humanitaires dans son évaluation du droit de bénéficier d'une mise en liberté provisoire. La défense allègue que la Chambre préliminaire a donc commis une erreur en refusant de considérer les motifs humanitaires comme considération indépendante ou comme facteur atténuant les risques définis à l'article 58.1b du statut. Je vais maintenant traiter ces 3 moyens d'appel l'un après l'autre. D'emblée, l'article 58 du statut définit les conditions de délivrance par la Chambre préliminaire de mandat d'arrêt. Conformément à l'article 58.1b du statut, une chambre procède à l'évaluation de la question de savoir si l'arrestation d'une personne apparaît nécessaire, premièrement pour éviter que la personne ne comparaisse pas au procès, deuxièmement pour éviter qu'une personne ne fasse obstacle à l'enquête ou à la procédure judiciaire ou ni ne compromette celle-ci, ou troisièmement pour éviter, le cas échéant, que la personne continue de commettre ce crime ou un crime connexe qui relève de la compétence de la Cour et qui découle des mêmes circonstances.
Conformément à l'article 62 du statut, une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt au titre de l'article 58 du statut peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant le procès. La décision de la Chambre préliminaire relative à une telle demande au titre de l'article 62 du statut est provisoire de par sa nature, dans la mesure où elle fait l'objet d'un examen périodique au moins tous les 120 jours ou à quelque moment que ce soit, suivant une demande formulée par la personne détenue ou par le procureur. Si la Chambre préliminaire est convaincue des circonstances de l'espèce, elle peut modifier sa décision initiale relative à la détention conformément à l'article 63 du statut et la règle 118 du règlement de procédure et de preuve. S'agissant du premier moyen d'appel et de la question de savoir si la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit en se fondant sur des risques hypothétiques et imprécis, pour conclure que le maintien en détention était justifié, la Chambre d'appel rappelle que dans son examen ou son appréciation des conditions au sens de l'article 62 du statut, la Chambre doit conclure que le maintien en détention apparaît nécessaire. Dans ce contexte, la Chambre d'appel fait noter que la conclusion peut être prise concernant la possibilité et non pas l'inévitabilité que l'un des événements énumérés à l'article 68.1b du statut se produira et que il appartient à la Chambre pertinente de procéder à une pondération des éléments de preuve conformément à la norme d'administration de la preuve appropriée. La Chambre d'appel note que, dans son évaluation des risques au sens de l'article 58.1b du statut, la Chambre préliminaire s'est fondée sur cette norme d'administration de la preuve. En effet, la Chambre préliminaire a fait référence à juste titre à la norme selon laquelle l'évaluation au sens de l'article 58.1b du statut concerne la possibilité et non pas l'inévitabilité que l'événement se reproduise à l'avenir. Ensuite, elle a procédé à l'analyse des pièces pertinentes par rapport à cette norme. D'après la défense, en conséquence, la défense n'a pas réussi à démontrer que la Chambre préliminaire a mal apprécié la norme juridique pertinente eu égard à l'évaluation des risques prévus à l'article 58.1b du statut. S'agissant maintenant de l'évaluation et de la pondération des éléments de preuve par la Chambre préliminaire pour ce qui est des risques visés par l'article 58.1b alinéa 2 du statut, la Chambre d'appel note que la Chambre préliminaire a fait référence à 5 documents, y compris des articles de presse, des publications d'organisations non gouvernementales et un livre qui, de son avis, indique que M. Duterte serait susceptible de s'immiscer dans les enquêtes à son encontre. S'agissant du premier document, donc un article de presse, la Chambre d'appel conclut qu'il n'était pas déraisonnable de la part de la Chambre préliminaire de se fonder sur ce document pour parvenir à ses conclusions. S'il est vrai que ce document ne mentionne pas M. Duterte nommément, ni ne l'implique dans les contacts avec des individus, il fait néanmoins référence à des déclarations où il continue des déclarations de collaborateurs proches, y compris un individu à qui on aurait demandé de rester loyal. En tout état de cause, la Chambre d'appel constate que l'implication alléguée de M. Duterte dans les communications avec des individus est un des facteurs pris en compte par la Chambre préliminaire pour étayer sa conclusion s'agissant de la susceptibilité que M. Duterte s'ingère dans les enquêtes à son encontre. S'agissant des 4 autres documents, un livre, 2 publications émanant d'organisations non gouvernementales et un article de presse,
La Chambre d'appel rappelle qu'il n'existe pas dans le droit applicable de cette Cour quelque empêchement que ce soit relatif à l'utilisation d'articles de presse ou d'autres documents émanant de sources publiques aux fins de l'évaluation des exigences posées par l'article 58.1 du statut. Il n'existe pas non plus d'obligation que de telles pièces soient corroborées. Sur cette base, la Chambre d'appel considère qu'il est possible de déterminer comment la Chambre préliminaire est parvenue à sa conclusion sur l'implication alléguée de M. Duterte dans la profération de menaces et la prise de mesures de représailles contre des individus qui lui sont opposés. En tout état de cause, la Chambre d'appel rappelle qu'il s'agit là d'un seul des facteurs pris en compte par la Chambre préliminaire pour étayer ses conclusions sur la possibilité que M. Duterte s'ingère dans les enquêtes à son encontre. Et d'une manière générale, s'agissant du risque que M. Duterte fasse obstacle aux enquêtes ou à la procédure devant la Cour, ni qu'il les compromette. Par ces motifs, la Chambre d'appel considère que la défense n'a pas réussi à démontrer que la Chambre préliminaire a commis une erreur dans son évaluation et sa pondération des éléments de preuve dont elle disposait dans le contexte de son évaluation du risque au sens de l'article 58.1b, alinéa 2 du statut. Pour ce qui est de l'utilisation par la Chambre préliminaire de la notion d'un réseau de sympathisants, la Chambre d'appel rappelle qu'elle a examiné, qu'elle a considéré qu'il suffit qu'une chambre établisse qu'il est possible qu'un suspect dispose des biens nécessaires pour se soustraire à la justice et qu'il y ait risque que le suspect dispose de moyens financiers pour se soustraire à la justice sur la base d'éléments de preuve concrets. La Chambre d'appel a également déclaré que l'existence d'un réseau de sympathisants et de moyens financiers peuvent être des facteurs pertinents pour déterminer s'il existe un risque qu'une personne échappe à la justice ou qu'il fasse entrave à une enquête et que l'accès à des contacts internationaux pourrait constituer le moyen nécessaire pour qu'un suspect se soustrait à la justice, qu'il ait existé des éléments de preuve déterminant que le suspect utiliserait effectivement ces contacts ou pas. Dans la décision contestée, en déterminant si M. Duterte pose un risque de fuite au sens de l'article 58.1b, alinéa 1 du statut, la Chambre préliminaire a considéré la question de savoir qu'il apparaît ou qu'il semble avoir des contacts politiques nécessaires et qu'il bénéficie d'un réseau de sympathisants aux Philippines. La Chambre d'appel considère que, contrairement aux allégations de la défense, la Chambre préliminaire a précisément déterminé pourquoi elle a conclu qu'il existait un réseau de sympathisants en ce qui concerne M. Duterte et pour quelles raisons cela étayait sa conclusion, à savoir que le risque au sens de l'article 58.1b, alinéa 1 du statut était satisfait. De l'avis de la Chambre d'appel, la manière dont la Chambre préliminaire a entrepris cette évaluation était spécifique aux faits de l'espèce, puisqu'elle a pris en considération les circonstances spécifiques de M. Duterte, entre autres son ancienne fonction ou sa fonction d'ancien président des Philippines et sa récente réélection en tant que maire de Davao City en mai 2025. Il s'ensuit que la défense n'a pas réussi à démontrer que la Chambre préliminaire a commis une erreur en évaluant et en examinant le réseau de soutien de M. Duterte aux fins de son examen des risques au sens de l'article 58.1b, alinéa 1 du statut.
Under the first, En outre, au titre du premier moyen, la défense avance que la Chambre se serait appuyée sur des considérations non pertinentes, induisant ainsi des erreurs de fait et de droit. En ce qui concerne les arguments portant sur l'appréciation de la preuve et en particulier l'argument de la défense, selon lequel plusieurs facteurs pris en compte par la Chambre préliminaire étaient non pertinents, la Chambre d'appel note que lors de l'appréciation du risque au sens de l'article 58.1b, alinéa 1 du statut, la Chambre préliminaire s'est appuyée sur divers facteurs confirmant l'existence de ce risque. Elle s'est appuyée sur une déclaration par M. Duterte, des déclarations par d'autres personnes. La position de M. Duterte en tant qu'ancien président des Philippines et sa récente réélection comme maire de Davao City, ainsi que sur la gravité des crimes allégués et de la peine concomitante en cas de condamnation. La Chambre d'appel observe que la défense n'explique pas pourquoi, à son sens, ces facteurs étaient non pertinents pour la Chambre préliminaire. De plus, la défense n'a pas su justifier que le raisonnement de la Chambre préliminaire et son évaluation étaient inappropriés. De même, la défense n'a pas su démontrer que la considération par la Chambre préliminaire de la réélection de M. Duterte comme maire de Davao City était inappropriée dans son évaluation du risque au titre de l'article 58.1b, alinéa 3 du statut. De plus, en ce qui concerne l'argument de la défense, selon lequel la Chambre préliminaire a de manière sélective cité certains faits et ignoré d'autres dans le même lot de preuves, la Chambre d'appel considère que la défense n'a pas été en mesure de démontrer comment le fait que la Chambre préliminaire accorde du poids à des déclarations de M. Duterte et qu'elle a citées devrait pousser la Chambre préliminaire à les ignorer ou ne pas y accorder d'importance. En ce qui concerne la gravité des crimes et la peine concomitante en cas de condamnation, nous rappelons que la Chambre d'appel rappelle chaque fois que l'évaluation des risques au titre de l'article 58.1b, alinéa 1 du statut, que ce sont des facteurs qui peuvent accroître le risque de fuite d'un individu. Dans le cas échéant, la gravité des crimes allégués et la possibilité d'une longue peine faisaient partie des nombreux facteurs que la Chambre préliminaire a pris en compte lors de son évaluation des risques au titre de l'article 58.1b, alinéa 1 et 2 du statut, et elle a considéré des allégations spécifiques à l'encontre de M. Duterte. Il s'ensuit que la défense n'a pas été en mesure de démontrer l'erreur. En ce qui concerne la question selon laquelle la Chambre préliminaire aurait fait une erreur de fait en accordant un poids non justifié à des faits pertinents, en particulier l'état de santé de M. Duterte et le fait que ce dernier atténuait les facteurs de risque au titre de l'article 58.1b du statut, comme avancé par la défense, la Chambre d'appel rappelle qu'il n'y a aucune disposition dans les textes juridiques de la Cour qui prévoit de manière spécifique la mise en liberté provisoire ou conditionnelle d'une personne détenue pour des raisons de santé. Quoi qu'il en soit, la Chambre d'appel a indiqué que l'état de santé d'une personne détenue pourrait avoir un effet sur les risques au titre de l'article 58.1b du statut et pourrait être une raison d'accorder une mise en liberté provisoire pour la Chambre préliminaire. La Chambre d'appel considère que ce type
de décision se prend absolument au cas par cas. Contrairement à l'argument de la défense, à aucun moment la Chambre préliminaire n'a interdit ou ne s'est interdit d'évaluer les données de santé de M. Duterte au titre de son évaluation au titre de l'article 62 du statut. Toutefois, elle a pris note des rapports qui lui ont été présentés et considéré qu'ils ne pouvaient pas affecter les risques compris au sens de l'article 58.1b du statut. La défense n'a pas été à mesure de démontrer que la démarche de la Chambre préliminaire était non raisonnée. Pour ces raisons et ayant rejeté les arguments de la défense pour ce moyen d'appel, le premier moyen d'appel est rejeté. Je passerai maintenant au deuxième moyen d'appel. Au titre de celui-ci, la défense remet en cause l'évaluation par la Chambre préliminaire des conditions de liberté et garantie d'État proposées. La défense avance que la Chambre préliminaire a fait une erreur de droit en ne tenant pas compte des conditions proposées de libération et des garanties d'État. La Chambre d'appel est d'avis que la Chambre préliminaire n'a pas semblé critiquer un manque de détails dans les conditions proposées, mais plutôt les détails sur la manière dont l'État qui a accepté de recevoir M. Duterte mettrait en œuvre les mesures nécessaires. La Chambre préliminaire n'a pas considéré la mise en liberté comme présentée, mais a évalué que les risques qu'elle avait identifiés ne pourraient pas être atténués par les conditions proposées. De plus, la Chambre d'appel est d'avis que la Chambre préliminaire n'était pas obligée, comme suggéré par la défense, de requérir des observations supplémentaires de la part de l'État, puisqu'elle n'envisageait pas la possibilité de libération au regard des risques que M. Duterte présente au titre de l'article 58.1b du statut. Par ces motifs, la Chambre d'appel conclut que la défense n'a pas été en mesure d'identifier l'erreur qu'aurait commis la Chambre préliminaire lors de l'évaluation des propositions de libération et des garanties d'État. En ce qui concerne la question selon laquelle la Chambre préliminaire aurait fait une erreur de droit en ne considérant pas si les garanties d'État pourraient atténuer les risques compris dans l'article 58.1b du statut, la Chambre d'appel conclut qu'il ne semblerait pas que la décision mise en cause aurait pu éliminer le risque comme avancé par la défense. Au contraire, la décision mise en cause indique spécifiquement que la Chambre préliminaire n'a pas tenu compte des conditions pour atténuer les risques identifiés. Il est également apparent, d'après les facteurs avancés par la Chambre préliminaire lors de l'examen de la mise en œuvre des conditions de libération, qu'elle les a examinées. Enfin, la Chambre d'appel considère qu'il est non pertinent aux conditions avancées par le procureur ou accordées par le procureur lors de la discussion d'une mise en liberté éventuelle de la liberté du suspect à l'état hôte. Quelle est la conséquence d'évaluation, plutôt la conséquence de l'évaluation par la Chambre préliminaire des conditions et des garanties proposées par rapport à l'état partie concerné? Par ces motifs, la Chambre d'appel considère que la défense n'a pas été à mesure de justifier que les conclusions de la Chambre préliminaire étaient non justifiées.
En ce qui concerne l'argument de la défense selon lequel la Chambre préliminaire a fait une erreur de fait et de droit en tenant compte de considérations non pertinentes par rapport aux garanties d'État, la Chambre d'État considère que les conclusions de la Chambre préliminaire portaient principalement sur la mise en œuvre des conditions proposées. Elle a considéré les implications pratiques pour le respect des conditions proposées dans une situation comme la situation en vigueur. Elle a également considéré les 3 risques mentionnés à l'article 58 en B du statut. Ainsi, il n'était pas raisonnable pour la Chambre préliminaire d'examiner en pratique la mise en œuvre des conditions suggérées. La défense n'a pas été en mesure de démontrer une erreur dans cette évaluation. Pour ces raisons, la Chambre d'appel considère que la défense n'a pas été en mesure de démontrer comment la Chambre préliminaire aurait fait une erreur dans son évaluation des conditions proposées de libération et de garantie d'État. Pour les raisons suscitées, le 2e moyen d'appel est rejeté. 3e moyen d'appel. En ce qui concerne le 3e moyen d'appel par lequel la défense avance que la Chambre préliminaire a fait une erreur en ne considérant pas les raisons humanitaires de manière indépendante ou comme facteur atténuant dans son évaluation de la décision de mise en liberté provisoire, la Chambre d'appel juge que la Chambre préliminaire n'a pas refusé de tenir compte des raisons humanitaires. Elle aura plutôt donné les raisons pour lesquelles, à son sens, ces raisons humanitaires avancées par la défense n'étaient pas suffisamment étayées pour le cas échéant. De plus, la Chambre d'appel rappelle que l'état de santé d'une personne détenue pourrait être une raison d'accorder une mise en libération provisoire et qu'il est en dernier ressort du ressort de la Chambre de statuer. La Chambre d'appel considère qu'il n'est pas apparent que la Chambre préliminaire aurait fait une évaluation non raisonnable. La Chambre préliminaire a conclu à l'existence de risques au sens de l'article 58 1b du statut qui n'étaient pas atténués par l'état de santé de M. Duterte et n'auraient pas pu être atténués par quelques conditions que ce soit proposées à la libération. La Chambre préliminaire a ensuite analysé si les raisons humanitaires proposées par la défense pouvaient justifier une libération. La Chambre d'appel considère que la Chambre préliminaire a évalué les informations pertinentes qui lui ont été présentées à la lumière des arguments présentés par la défense et a conclu sur cette base. Il s'ensuit que la défense n'a pas été en mesure de démontrer que l'évaluation de la Chambre préliminaire était non raisonnable. Par conséquent, la Chambre d'appel juge que la défense n'a pas pu démontrer l'erreur commise par la Chambre préliminaire dans son évaluation et pour cette raison, le 3e moyen d'appel est rejeté. Enfin, la Chambre d'appel note que la Chambre préliminaire a émis ses conclusions relatives aux risques énumérés à l'article 58 en B du statut sur la base d'une évaluation exhaustive de l'information qui lui a été présentée. Dans le cas échéant, ayant rejeté les 3 moyens d'appel présentés par la défense dans leur mémoire d'appel, la Chambre d'appel confirme à l'unanimité la décision de remise en cause. Nous sommes donc parvenus au résumé du jugement de la Chambre d'appel.
Le jugement sera notifié aux parties et aux participants au terme de cette audience. Les traductions du résumé seront également mises à disposition le moment venu. Je voudrais remercier les sténotypistes, les interprètes et les autres personnels du greffe pour leur assistance pendant cette audience. L'audience est levée. All rise. We will